Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce climat général de notre pays et du monde qui s'obscurcit, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette cérémonie à distance de célébration des 25 ans de la Fondation pour la Poste. C'est évidemment une date historique et je suis particulièrement heureux que vous nous ayez rejoints en nombre pour assister à cette cérémonie et à ce débat qui va animer cette soirée des 25 ans de la Fondation. Je veux d'abord rendre hommage au président de la Poste qui a créé la Fondation de la Poste. C'est André Darrigan qui, en tant que président de la Poste, a ouvert la Poste à l'influence culturelle, a fait d'elle un acteur culturel à travers cette fondation, et ses successeurs, dont je suis, ont poursuivi son œuvre. Et bien sûr, Jean-Paul Bailly, mon prédécesseur, a été, comme moi, très attaché à la fondation, et je veux souligner aussi l'action de Dominique Blanchecotte, qui a été sa déléguée générale. Comme je veux souligner aussi l'action de Marie Liobert, présente ici, qui est notre déléguée générale actuelle et qui, avec son équipe, a fait un travail extraordinaire d'animation de notre fondation dans 3 directions: les actions en faveur de l'écriture vivante, les actions en faveur de l'écriture solidaire et les actions en faveur de l'écriture nouvelle. Voilà donc ce que nous faisons. L'idée est fondamentale: promouvoir l'écriture. C'est très simple. Il n'y a que 3 mots dans cette raison d'être que nous partageons pour notre fondation: promouvoir l'écriture, et en même temps que nous promouvons l'écriture, promouvoir aussi la lecture. C'est la raison pour laquelle nous avons développé de nombreux prix littéraires qui sont aujourd'hui très bien assis, reconnus, célébrés par l'ensemble du monde de l'édition, par les lecteurs et par les médias. C'est bien sûr le prix Vepler qui célèbre des auteurs avec une écriture particulièrement originale. C'est aussi le prix Envoyé par la Poste, qui est un très grand succès, le prix Clara, le prix Vendredi, le prix Sévigné et le prix de l'écrivain postier. Et j'ai vu dans la nouvelle version de ce prix pour l'année 2020 des livres tout à fait excellents, dont l'un a ma préférence, mais évidemment je ne la dévoilerai pas ce soir. C'est au jury de choisir. Et c'est toujours au jury, des femmes et des hommes, de choisir, mais nous sommes très heureux de porter l'édition de livres comme une exigence majeure de notre fondation. Nous avons aussi, vous le savez bien, coproduit ou cofinancé de nombreuses éditions de très beaux livres, et notamment de livres de correspondance, de très nombreuses correspondances, vous le savez, des correspondances assez intellectuelles entre Krakauer et Adorno, que je vous recommande, mais aussi les correspondances entre Camus et Maria Casares, et aussi les correspondances de Picasso, Ravel, enfin, voyez, des grands artistes que nous avons soutenus. Ce soir, je veux saluer en particulier le Festival de l'écrit, qui est dirigé par M. Edris Abdel Sayed, qui est présent parmi nous, qui va participer au débat ce soir, et qui est lui-même un spécialiste de la lutte contre l'illettrisme. Évidemment, défendre l'écriture, défendre la lecture, c'est lutter contre l'illettrisme qui prive les femmes et les hommes d'une part essentielle de leur humanité. Nous allons continuer dans les années à venir à agir en faveur de l'écriture et de la lecture, et c'est en tout cas le sens de mon action: défendre l'écriture, défendre la lecture. Et cette fondation de la Poste, elle garde cet axe,
même si elle est capable d'innover, et nous venons juste de terminer un conseil d'administration de la Fondation, et lors de ce conseil d'administration, nous avons, comme chaque fois, réfléchi à la façon d'augmenter l'impact de notre Fondation, d'être plus utile à toutes et à tous, d'être plus présent auprès des postiers. Il faut que vous sachiez que, par exemple, au sein de la Fondation et de son conseil d'administration, il y a une factrice, Alice Tachet, qui était présente avec nous. Nous cherchons donc à élargir en permanence notre action dans tous les festivals, dans des endroits de proximité du territoire, et nous allons continuer dans ce sens. Bienvenue donc à toutes et à tous pour cette cérémonie des 25 ans de la Fondation. Je souhaite être présent lors de la célébration des 50 ans de notre Fondation. Dans 25 ans, c'est une manière de défi que je me lance à moi-même. Ça n'est pas totalement impossible, ce n'est en tout cas pas certain. Ce qui est sûr, par contre, c'est que cette fondation, elle est fidèle à sa ligne. Sa ligne, c'est promouvoir l'écriture et promouvoir l'écriture. Merci à toutes et à tous, et nous allons maintenant accueillir ce débat pour célébrer les 25 ans de notre fondation. Merci à toutes, merci à tous. Bonsoir à tous. C'est un grand bonheur que de partager avec ces 4 intervenants ce soir sur ce plateau un échange autour de l'écriture, de la lecture, de la littérature et de tout ce que ça engendre en termes de rapports humains, d'échanges, d'évolution de notre identité. Nous allons voir avec chacun de ces intervenants des aspects différents des engagements de la Fondation. Je vais commencer par les présenter. À ma droite, Cécile Ladjali. Cécile Ladjali, vous êtes écrivain, bien sûr, auteur d'une douzaine de romans, d'essais aussi, je crois aussi de théâtre. Vous êtes aussi, et c'est très important, enseignante. Vous avez enseigné pendant 15 ans dans le secondaire. Vous enseignez également à la Sorbonne. Vous êtes professeur de littérature. Un engagement très très fort dans l'enseignement. On y reviendra dans un instant. Et sur la question de la transmission, c'est ce que nous évoquerons avec vous tout à l'heure. À vos côtés, Edriss Abdel Sayed. Edriss Abdel Sayed, vous êtes sociologue spécialiste dans la lutte contre l'illettrisme. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, chercheur à l'Université de Lille. Vous êtes peut-être surtout pour ce soir directeur pédagogique régional de l'association Initiale, dont il sera question tout à l'heure, et coordinateur de nombreux ouvrages pédagogiques. Nous en parlerons également. Également, en face de moi, Mohamed Aïssaoui. Mohamed Aïssaoui, bonsoir, vous êtes journaliste au Figaro Littéraire, vous êtes écrivain. D'ailleurs, votre dernier ouvrage a été publié en cette rentrée, il s'intitule Funambule, il est publié aux éditions Gallimard. Nous en parlerons tout à l'heure pour des raisons qui paraîtront évidentes au moment où nous vous en ferons le rapide résumé. Vous avez également été membre du jury d'un certain prix Vepler, dont il sera également question. Et enfin, je me tourne vers vous, Marie Liobert. Marie Liobert, vous êtes déléguée générale de la Fondation de la Poste. Vous avez été citée à l'instant par M. Philippe Val, puisque vous avez un rôle très important dans les actions de la Fondation de la Poste. Un mot d'ordre, Marie Liobert, l'écriture pour tous. Qu'est-ce que ça signifie, l'écriture pour tous ? Ça signifie que la Fondation, comme la Poste, elle souhaite être proche des gens, et elle est proche des gens, à travers ce vecteur formidable qu'est l'écriture, la lecture. Et en ce sens, elle a un rôle tout à fait fondamental de contribution aux enjeux culturels du moment, dont on voit qu'ils sont vraiment particulièrement sensibles et particulièrement forts. Nous intervenons dans 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est celui du soutien à l'écriture épistolaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Poste
c'est d'abord à l'origine, aux origines, le courrier, l'échange de correspondance. Et c'est ainsi que la Fondation a été positionnée à son démarrage. Et il nous semble important de continuer à soutenir cet aspect patrimonial en donnant à lire, grâce au soutien que la Fondation apporte à des publications, en donnant à lire des correspondances que nous estimons de très grande valeur et qui ont une très grande richesse, soit littéraire, soit historique, voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas, la correspondance de Napoléon, j'invite tous les managers à lire la correspondance de Napoléon, c'est extrêmement intéressant. La correspondance de Boris Vian, qui est un petit bijou également. Voilà, donc l'aspect épistolaire, c'est un sujet patrimonial et il nous paraît important de tenir cet aspect patrimonial. Deuxième aspect, l'écriture vivante, c'est comment nous faisons partager la littérature, la lecture, l'accès aux livres à un très grand public. Et de ce point de vue, nous soutenons un grand nombre de festivals, des grands festivals, je pense au Marathon des mots, je pense à Manosque, je pense au Festival de Grignan, mais aussi des petits festivals locaux en Bretagne, dans les cafés-librairies par exemple, voilà, donc toute une série de festivals qui permettent à des gens de participer à des événements littéraires à un coût modique ou gratuitement. Et donc, on donne un accès très général. En gros, chaque année, 250 000 personnes, grâce au soutien de la Fondation, peuvent assister à des événements littéraires. Et c'est vraiment fondamental parce que c'est un premier accès qui peut-être donnera envie ensuite d'acheter des livres et de les lire. Et puis, troisième axe, tout aussi fondamental, que nous développons depuis plusieurs années, c'est l'écriture solidaire. Parce qu'au-delà de donner accès à un large public aux livres, il nous paraît essentiel d'être encore plus présent vers les publics qui y ont pas ou peu accès, à travers du soutien chaque année à une centaine d'associations. Et nous touchons à peu près, à travers ce soutien, 10 000 personnes qui n'ont pas accès à la lecture, à la culture, à l'écriture. À ce titre, nous soutenons par exemple des implantations de bibliothèques dans des hôtels du SAMU social, pour Bibliothèques sans frontières par exemple. Nous soutenons bien l'association d'Edris qui va sans doute nous raconter cette aventure formidable. Voilà, donc c'est vraiment très important pour nous d'être présents en proximité, partout dans le territoire. Cet ancrage territorial est absolument essentiel pour nous. Et vraiment au plus près des acteurs que sont les associations et nos différents partenaires. Et également, un point qui m'a paru très important, c'est la lecture, l'écriture vivante, l'oralité. Je pense aux petits champions de la lecture, notamment, mais pas seulement. Vous parliez de festivals tout à l'heure, ce sont des festivals dans lesquels on va avoir des lectures musicales, des rencontres. Le spectacle vivant de la littérature, d'une certaine façon, fait partie des engagements. Oui, moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'hybridation culturelle, c'est-à-dire le fait de faire s'entrecroiser des arts et de permettre d'accéder aux livres, à la lecture, à travers des lectures théâtralisées, à travers des lectures musicales. De la même manière, nous soutenons par exemple les résidences d'artistes de l'association de Francis Cabrel qui aide des jeunes auteurs à créer. Et je crois vraiment que ce croisement et ce mélange entre les arts est tout à fait essentiel pour partager la culture avec le plus grand nombre. Alors, vous évoquiez à l'instant l'association d'Edriss Abdel Sayed initiale. Peut-être d'abord vous nous en dire 2 mots. Qu'est-ce qui vous a, intéressé en tant que fondation dans cette aventure? Et puis on va demander ensuite à Edriss de développer un petit peu l'aventure. La question de l'accès à la culture pour des publics, et notamment à l'écriture, pour des publics adultes qui n'y ont pas accès, c'est vraiment un sujet absolument fondamental. C'est un élément de cohésion de la société, c'est un élément, on mesure bien dans les périodes que nous vivons à quel point ces sujets d'intégration, d'insertion sont absolument essentiels. Et je pense que pour les personnes également, l'accès aux livres,
à la culture, à la lecture. C'est un élément tout simplement d'émancipation, de libération, de bonheur, tout simplement. Voilà. Et lorsque Edriss nous a présenté son projet il y a déjà quelques années, nous avons trouvé de l'engagement. C'est important pour nous aussi que les associations que nous soutenons s'engagent, qu'elles aient aussi, ces associations, une crédibilité sur le fond. Et ça vraiment, la parole d'Edriss nous a beaucoup intéressés. Et puis qu'il y ait un réseau d'acteurs de proximité, d'acteurs bénévoles qui soient extrêmement engagés. Voilà, en gros, quand nous soutenons un projet solidaire, c'est ce que nous recherchons, à la fois la crédibilité générale du projet, la confiance que nous faisons aux porteurs du projet, et puis le tissu dans lequel s'inscrit ce projet. Alors justement, Edriss Abdel Sayed, je disais tout à l'heure en vous présentant que, en tant que directeur pédagogique régional de l'association, vous êtes aussi le coordinateur de nombreux ouvrages. Le dernier en date s'intitulant « Rapport à l'écrit et accès à la culture », sous-titre « Pratique d'alphabétisation en bibliothèque, marcher, aimer, créer, quand culture et langue se croisent, repères et réflexions sur l'écrit ». Quel est l'objectif de cette association qui, effectivement, d'après ce que je comprends dans ce que nous en dit Marie Liobert, s'adresse d'abord à des adultes, mais surtout va au-delà de la question de l'écriture en elle-même, elle va chercher au tréfonds de l'âme, d'une certaine façon. Bonsoir à toutes et à tous. Un très bon anniversaire à la Fondation d'entreprise La Poste. Et c'est un honneur et un plaisir et une fierté d'être avec vous ce soir. L'association initiale est une association régionale. Elle se trouve en région Grand Est et le but est très simple, faciliter l'accès à la langue et à la culture. Et si vous me permettez, je voudrais aborder ce que l'a dit Monsieur le Président au début, une de ces actions, vivre ensemble le Festival de l'écrit en région Grand Est. Mais pourquoi un Festival de l'écrit? Pour des objectifs complémentaires et imbriqués. Il est question de valoriser l'expression écrite de ces publics jeunes et adultes sortis du circuit scolaire et qui rencontrent des difficultés dans l'acte de lire et d'écrire. Valoriser leur expression dans un projet de reconnaissance sociale, reconnaissance culturelle, reconnaissance professionnelle. Et le deuxième objectif, pour réaliser les premiers, mutualiser, associer toutes les compétences de tous les acteurs sur un territoire. Acteurs de champ social, acteurs de champ linguistique, acteurs de champ culturel. Voilà les deux objectifs qui animent le Festival de l'écrit. Alors justement, dans ce fameux ouvrage que je viens d'évoquer, vous avez écrit une préface dans laquelle vous dites « Le rapport à l'écrit est un processus complexe. Il interroge la personne, son environnement familial, social, culturel, ses pratiques ou absence de pratiques de lecture ou d'écriture et ses représentations de l'écrit. » Ce que vous nous dites, c'est que vouloir donner accès à l'écriture à quelqu'un, c'est très bien, c'est un vœu pieux, mais il faut prendre en compte tous ces éléments. C'est bien ça ? Tout à fait, parce qu'une personne qui vit une situation de lettrisme, elle vit en réalité plusieurs difficultés interdépendantes. Questions familiales, sociales, culturelles. Et pour mesurer les effets auprès de ces personnes, il faut avoir une approche globale. C'est la raison pour laquelle c'est un ensemble d'acteurs. Ce sont des bibliothécaires, écrivains, musiciens, artistes, metteurs en scène. Ce sont des multiples moyens qui donnent le goût et l'envie d'aller vers l'acte de lire et d'écrire. Voilà. C'est pas la langue ne se limite pas à une question technique, instrumentale, linguistique. La langue est créatrice de liens sociaux. La langue est véhicule de culture. Et si nous abordons la langue en tant que créatrice de liens sociaux et véhicule de culture, nous pouvons alors faciliter son apprentissage linguistique. Alors là, je ne peux que me tourner vers Cécile Ladjali pour la faire rebondir sur ce que vous dites. Cécile Ladjali, d'abord, évidemment, en qualité de professeure et d'enseignante très engagée, mais aussi pour évoquer les dialogues. Donc, cette initiative, pour le moins originale, est si nécessaire par les temps qui courent. Peut-être d'abord résumer ce que c'est que les dialogues et ensuite rebondir sur ce qu'a dit Edriss Elba. Edriss Elba, c'est magnifique ce que je viens de dire. Edriss Abdel Sayed, à
propos voilà, du rapport à l'écriture. Les dialogues, Cécile Ladjali, c'est une aventure que vous avez vécue et que vous vivez encore avec une certaine Muriel Magellan. Oui, alors c'est un dispositif qui est soutenu par la Fondation La Poste, déjà. Et merci encore, parce que c'est grâce à la Fondation qu'on peut travailler. Et on entend très bien. Qu'on peut travailler et qu'on peut rémunérer nos intervenants. Alors, Muriel Magellan est une complice de la première heure. C'est elle qui, en tant que dramaturge et scénariste, a adapté pour le film de Jean-Pierre Améris, mon roman publié aux éditions Actes Sud, Illettré. L'illettrisme, c'est un sujet que j'ai bien envisagé par le prisme de la création romanesque, et puis aussi en tant qu'enseignante, parce que la plupart de mes élèves sont non pas illettrés, mais en Seine-Saint-Denis rencontraient des grandes difficultés sur le plan linguistique. Et là, actuellement, j'enseigne à des élèves qui sont autistes Asperger ou alors déficients auditifs. Et là encore, le langage est une gageure pour eux. Il n'y a pas de vie possible sans la maîtrise des mots, ni d'estime de soi, ni liberté. Donc on lutte tous les deux à notre manière pour la même chose. C'est un combat extrêmement important à remporter. Et les dialogues, donc, qui nous ont réunis, Muriel et moi, au départ, c'est l'histoire donc d'une amitié. Muriel est juive d'Algérie. Moi, je suis d'origine iranienne. Et Muriel s'est dit, mais tu sais, toutes les deux, on forme un couple improbable. La plupart de tes élèves de Seine-Saint-Denis pensent qu'on ne peut pas s'entendre, forcément. Ce qui est une ineptie, bien sûr, mais voilà, beaucoup d'élèves pensent cette chose ridicule et terrible. Et donc, elle m'a dit, on va aller dans tes classes, dans les classes de tes collègues, et toutes les deux, on va incarner un propos. Celui de deux femmes qui sont a priori séparées par beaucoup de choses, mais qui se retrouvent à un moment donné autour de la création, à la faveur des humanités, d'une culture commune, de la langue française et d'une œuvre en commun à faire, en l'occurrence ici, un roman qui devait être adapté au cinéma. Donc on s'est rendus toutes les deux dans les classes, on s'est présentés, on a parlé de nos origines, de notre rapport au langage, à l'école, rapport qui pour moi n'est pas du tout évident, puisque je suis une ancienne très mauvaise élève. Avant d'avoir eu l'agrégation et une thèse de doctorat, moi, je me suis complètement plantée. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant j'aime tant enseigner, c'est qu'il faut être dans l'empathie et se mettre à la place de celui qui a échoué et qui peut être humilié par la culture pour pouvoir le comprendre. Donc on parle de nos origines, de notre rapport à l'école, aux mots, notre famille, tout ça, et on en vient après à notre travail d'artiste. Voilà. Et après, on se met à dialoguer avec les enfants, en revenant sur ces notions d'origine, de famille, de l'autre, l'altérité, la peur de l'autre, etc. Et on tisse comme ça un lien, il nous avoue beaucoup de choses, et le dialogue, sans prosélytisme aucun, on ne leur dit pas, c'est pas bien d'être antisémite, mais non, on incarne quelque chose et les choses se font très naturellement. Ensuite, les enfants, puisque 2 heures ne suffit pas à échanger complètement, nous écrivent des lettres et puis nous leur répondons, et ces lettres sont publiées aux éditions Thierry Magnier, là bientôt prochainement. Et puis c'était assez confidentiel, toutes les deux on ne suffisait pas, et on a demandé à 30-40 de nos amis écrivains ou comédiens de nous rejoindre pour faire des binômes qui vont maintenant dans la région Île-de-France et dans la France entière, on va jusqu'en Corse, parce qu'à l'heure des séparatismes et de toutes ces horreurs que nous venons de vivre, plus que jamais, il est urgent de dialoguer, parce que ce n'est qu'à la faveur des mots et d'un langage commun, d'une culture commune, que les gens resteront ensemble. Et d'ailleurs, vous dites des binômes, vous m'avez dit, quand on s'est parlé au téléphone, des oxymores. C'est toujours des gens qui sont, sur le papier, pas faits pour s'entendre. Non. Il peut y avoir un fils de bourgeois avec une fille de prolo, et puis en fait, voilà, c'est pas forcément les confessions ou les origines. Alors justement, pour en revenir à ce qu'on disait à propos d'Initial, et c'était là que je voulais vous faire rebondir, donc d'une certaine façon, vous êtes d'accord avec ce que dit Edriss Abdel Sayed, c'est-à-dire que l'approche du langage, de l'écriture, de la lecture, passe aussi par la culture personnelle de chacun, les origines. On est bien d'accord? Oui, par la culture de chacun. Au départ, le langage est notre ontologie, notre être. On est défini par les mots que l'on prononce ou par ceux qu'on n'est pas capable de prononcer. On perd de notre humanité à chaque fois qu'on manque de mots. Mais aussi, notre rapport aux mots peut être amplifié, peut être aidé, peut être accompagné par
les arts auxquels vous faites appel pour aider ceux qui sont impressionnés par les mots, pour aller vers eux plus facilement, la musique, tout ce que vous disiez. Et nous, ce sont des artistes qui viennent dans les classes, pas des profs. Et ça, c'est très important. Edriss Abdel Sayed, justement, cette différence entre une approche professorale ou l'approche artistique, vous la faites aussi? Je m'associe pleinement à ce que vous venez de le dire. Et si on parle des effets de l'action de vivre ensemble le Festival de l'écrit, on voit que les pratiques artistiques, les pratiques culturelles transforment le rapport à l'écrit positivement. Ces pratiques artistiques culturelles renforcent la confiance et l'estime de soi. Ces pratiques culturelles et artistiques aident la personne à s'inscrire, à sortir de l'isolement et à s'inscrire dans un tissu social de l'environnement proche. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors là, je vais me tourner vers vous, Mohamed Aïssaoui. Pas forcément vers l'écrivain, vers le journaliste littéraire qui entend ces deux intervenants parler de leurs initiatives, de leurs engagements. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, dont le travail est aussi un travail de passeur? Oui, ça ne se voit pas, mais derrière mon masque, il y a un sourire, même malheureusement dans une période aussi troublée. Mais ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que dans une période aussi troublée, dans toutes les périodes troublées, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont levés. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être là parce que des organisations comme la Fondation, la Poste et les associations sont là pour que ça aille mieux. Donc ce que ça m'évoque, c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans mon roman, c'est que le monde vivrait beaucoup plus mal encore sans le soutien extraordinaire, invisible des associations, des fondations qui leur apportent un soutien, mais c'est extraordinaire. Le fait de pouvoir aider Initial ou l'initiative de Cécile et Muriel, c'est extraordinaire. En fait, le vrai travail de passeur, c'est des organismes comme la Fondation et les associations. Moi, je relaie à travers mon métier de journaliste et mes romans ce qui est formidable dans la vie, dans la société, malgré tout. Alors justement, le roman que vous évoquez, Les Funambules, rapide résumé, le héros quitte son pays natal à 9 ans avec sa mère désormais analphabète bilingue. C'est un concept qu'il fallait inventer parce qu'il est terrible. Parce qu'il est terrible. D'une enfance pauvre dont les souvenirs reviennent par bribes, il a su sortir grâce à la littérature. Et à l'écriture. Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que une douce fiction ou une réalité? Je ne parle pas forcément du roman, mais de l'idée de s'en sortir. Non, mais l'idée, elle est très très personnelle. Moi, ma mère est réellement analphabète bilingue parce qu'elle ne sait parler ni le français ni sa langue maternelle, qui est l'arabe. Mais elle m'a donné une leçon que je n'ai jamais oubliée, parce que être illettré, c'est une forme d'handicap dans la vie. Moi, je l'ai vu, j'étais obligé de l'accompagner, faire les courses, dire les prix de chacun des produits, etc. Et elle m'a dit, savoir lire et écrire, c'est être libre, mon fils. Et ça, j'ai toujours retenu ça, moi. Au point d'en faire mon métier. Le narrateur dans le roman est biographe pour Anonyme, il raconte et il écrit la vie des autres parce que l'écriture, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, on peut être libre, on peut avoir développé son esprit critique. Et on l'a vu que ça peut coûter cher pour des professeurs qui ont enseigné ça avec leur cœur, leur conviction, dans des conditions pas simples. Et ce roman, c'est une forme effectivement de reconnaissance de dette à l'égard des bénévoles qui ont aidé ma mère et qui m'ont aidé, et à l'égard de ces bénévoles qui travaillent de manière active, extraordinaire, enthousiaste et plus souvent de manière invisible.
Je me tourne vers vous, Marie Liobert, parce que j'ai besoin de vous faire réagir, peut-être à titre personnel, allez, pourquoi pas. Quand vous entendez ce que dit Mohamed Aïssaoui, quand vous entendez Cécile Ladjali, Idriss Abdel Sayed, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez l'importance finalement de ce que vous faites, vous, au quotidien, j'allais dire le nez dans le guidon, parce qu'on y va, on fait le travail, et peut-être qu'on ne se regarde pas faire au quotidien. Mais quand vous entendez ça, quel effet ça a sur vous ? Bon, alors d'abord, à titre très personnel, ma grand-mère était illettrée et mes parents savaient à peine lire et écrire. Donc voilà, donc à titre personnel, je me reconnais parfaitement et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous... Donc c'est pas un hasard que vous êtes à la Fondation La Poste. Exactement. C'est une reconnaissance de dette aussi un peu. Il y a une reconnaissance de dette, exactement. Et comme vous, mes parents m'ont appris que la culture, la lecture, l'écriture, c'était vraiment un trésor, mais un vrai trésor. Hein. Enfin voilà, moi c'est à titre personnel, je suis voilà, je suis très cash. C'est ce qui m'a permis de m'émanciper, d'être libre, d'être heureuse. Voilà, donc à titre personnel, ce qui vient d'être dit me touche beaucoup. Et puis en tant que déléguée de la Fondation, ça me touche aussi beaucoup parce que ce qui est vraiment important pour nous, lorsque nous finançons une action, c'est d'être très attentif aux impacts de ces actions. Et vraiment, ce qui me bouleverse, c'est à quel point nous recevons en retour, et je pense que Marilyn et Patricia qui sont dans la salle diront la même chose que moi, nous recevons des témoignages extrêmement reconnaissants des apports que nous pouvons faire. Et vraiment, c'est absolument bouleversant et c'est extrêmement gratifiant de faire ce métier. Et d'ailleurs, à propos de reconnaissance, c'est aussi pour partager avec vous tous qui êtes à l'autre bout cette reconnaissance que nous avons voulu valoriser justement nos partenaires à travers un livre événement pour les 25 ans dont le titre est « Lire, écrire, partager ». Et voilà, ces 3 verbes sont des verbes extrêmement important et le partager n'est pas le moindre. Cécile Ladjali, vous qui vous êtes intéressée de très près à la question de l'illettrisme, qui avez fait l'aveu d'avoir été une pas si bonne élève que vous l'auriez voulu dans vos années scolaires, vous avez pourtant, et ça je le sais, je vous ai entendu le dire et j'en ai été d'ailleurs très heureuse, toujours fait le choix de l'excellence, c'est-à-dire que quitte à apprendre, pas de nivellement par le bas, vous avez toujours voulu de l'excellence pour vos élèves. Ça, c'est peut-être aussi un point très important, c'est-à-dire transmettre l'écriture à des gens qui ont des difficultés, ça ne veut pas dire leur transmettre des bouts des restes, en fait, c'est leur transmettre l'excellence aussi. C'est une question de respect, de courtoisie. La courtoisie, c'est ce lien de cœur réciproque entre le maître et son élève. Et là, il nous faut payer extrêmement cher la démagogie, le nivellement par le bas. Et moi, mon fil à plomb, c'est les mots, le langage, une syntaxe que je pense à peu près maîtriser. Et c'est le bonheur, la joie, la grande joie de ma vie. C'est ce qui me nourrit. Je ne vois pas pourquoi, alors que j'ai été bénéficiaire de cette manne-là au moment de mes études dans le supérieur, je ne vois pas pourquoi je ne leur ferais pas profiter de cette même manne-là. Et l'autorité que je tiens en classe, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais une toute petite nana, on me prenait pour une élève, j'étais avec des grands gaillards en Seine-Saint-Denis qui me dépassaient. L'autorité que j'avais, je la tenais des auteurs, c'est le même mot. Et il était hors de question que je leur parle du gris, de la dalle, de la barre d'immeuble, de la maman qui faisait les ménages, du rap, du slam, de toutes ces choses qu'ils connaissent beaucoup mieux de moi. Il fallait que je les embarque ailleurs. Et ils en ont été très reconnaissantes. J'avais quelques scrupules à leur parler peut-être du vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil à certains moments. Oui, mais là c'est culturel. Mais il était question de les emmener ailleurs et de les tenir comme ça. Au début, ils me prenaient pour une cinglée, mais à partir du moment où à aucun moment je n'ai justifié ma passion pour les fleurs du mal et que je ne les bradais, ils m'ont suivi. Et je pense qu'une formation, c'est une déformation et que l'école doit arracher les élèves à un milieu et les emmener ailleurs. Et
et ils ne supportent pas, je vous dis, la démagogie, la condescendance, et je crois qu'en très haut lieu, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai eu des discussions très pénibles parfois, on réserve à ces pauvres petits une culture qui leur serait adaptée, et on ne fait que les ghettoiser linguistiquement, et à l'heure des communautarismes, ces ghettos linguistiques préludent au pire du pire. Et la culture classique exigeante, elle est universelle, elle nous réunit, elle est accueillante, et c'est pas une forme de violence symbolique qu'on leur fait, c'est simplement de leur donner ce dont nous on a pu bénéficier, et je trouve que cette condescendance-là est criminelle. Edriss Abdel Sayed, vous qui faites appel à tant d'artistes à travers vos initiatives, vous entendez le discours de Cécile Ladjali. J'imagine que c'est pareil, vous n'allez pas chercher des choses abordables, vous allez chercher ce qui est beau et bien et bon à entendre. Il est question de travailler avec ces personnes en beauté. Hein? On ne bricole pas, pardonnez-moi l'expression n'est pas appropriée, c'est aller chercher un écrivain, un musicien, un metteur en scène. Ça veut dire donner le mieux de soi-même par rapport à ce biblique. Et d'ailleurs, on constate que c'est biblique. La maman de Mohammed, elle dit à son fils, lire et écrire, c'est la liberté. On l'entend, beaucoup de gens qui nous disent, savoir lire et écrire, c'est la lumière qui éclaire le chemin. C'est de la même manière que travailler avec exigence professionnelle. Accompagné par la bienveillance humaine, c'est une exigence. Et on voit ces personnes, comment dirais-je, elles ont des ressources propres, elles ont des compétences symboliques et pratiques, elles ont des centres d'intérêt. Repérez tout ce qui est positif, allez travailler à partir de cela, finalement, il n'y a pas de fatalisme. Et on partage ça avec la Fondation d'entreprise de la Poste. Il s'agit d'une écriture médiatrice, solidaire, fraternelle. Et finalement, cette écriture médiatrice, solidaire et fraternelle crée des lieux où de relations peuvent se nouer ou se renouer avec soi, les autres, le monde qui nous entoure. Nous parlions puisque nous parlons d'excellence, parlons un peu des prix littéraires. J'y pense parce que j'évoquais tout à l'heure la participation de Mohamed Aissaoui au prix Vepler, qui est un prix qui est désormais très prestigieux, prix Vepler, Fondation de la Poste. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce prix en particulier? Est-ce que c'est justement une certaine forme d'exigence sur le plan littéraire? Voilà, qu'est-ce qui a engendré cet heureux mariage entre un prix littéraire et la Fondation de la Poste, Marie Liobert? En fait, chacun de nos prix littéraires a une vocation différente. Si je repars du prix Sévigné, c'est évidemment la valorisation du patrimoine épistolaire. Donc là, on est très clair. Sur le prix Vepler, l'idée, c'est vraiment d'être des dénicheurs, des découvreurs de talents particulièrement originaux et particulièrement créatifs. Donc c'est vraiment de ne pas être dans les... je ne vais pas dire dans les sentiers battus de la littérature de rentrée. C'est vraiment l'idée. Je pense que Mohamed va pouvoir en parler. Sur le prix envoyé par la Poste, là l'idée c'est vraiment de découvrir des jeunes talents, et on est vraiment très fiers parce que parmi nos derniers jeunes talents découverts, je pense à Anne Poli qui a eu le prix du livre inter après avoir été lauréate du prix envoyé par la Poste, ou à Pauline Delabroix-Allard qui était dans le carré final du Goncourt il y a 2 ans. Donc voilà. Donc vraiment là aussi on est sur une volonté d'être des découvreurs. Sur prix Vendredi, c'est pareil, très important pour nous, Fondation. Et pour la jeunesse. C'est d'être présent. Voilà, c'est d'être présent sur tous les champs, de tous les âges. L'action de la Fondation, elle commence avec Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, donc vraiment comment l'écriture vient aux enfants, et elle se poursuit tout au long de la vie. Et la question de la littérature adolescente, c'est vraiment fondamental, d'où le soutien au prix Vendredi et au prix Clara.
Voilà. Et puis le prix des postiers écrivains, je n'y reviens pas, Philippe Val en a parlé, c'est important pour nous aussi de valoriser les talents de nos postiers, et ils en ont. Voilà. Donc pour revenir au Vepler, c'est vraiment l'idée de sortir des sentiers battus et de faire un talent de découvreur, tout simplement. Alors vous, Mohamed Aïssaoui, quand vous acceptez, puisque c'est un jury qui change chaque année. Chaque année, oui. Et dans un souci justement d'équité, d'objectivité, c'est un prix incorruptible, dirions-nous. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette mission, et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette aventure du prix Vepler? Alors, d'abord, il est très difficile de dire non à la libraire qui porte ce prix, qui est Marie-Rose Guarnieri de la librairie des Abbesses, d'abord, je le dis. Mais en plus, c'est un prix vraiment singulier. J'ai eu le bonheur de vivre une année en tant que membre du jury. On lit chacun une 60aine de livres, je veux dire de romans. J'ai rarement vu ça ailleurs, je le dis tout à fait franchement. Le jury, en plus, il y a quelques professionnels de la lecture, comme les journalistes littéraires comme moi, mais il y a aussi des professeurs de lettres ou de français. Il y a chaque année deux détenues femmes de la prison de Rennes, hein, et ce sont de vraies rencontres, de vrais échanges. Et un postier chaque année, c'est vrai, parfois deux, même, je crois. J'ai vécu une très belle expérience, et ça ne m'étonne pas que chaque année, il en sorte un lauréat et une mention qui est importante aussi, qui est plutôt dans le registre de découverte, on va dire, un premier, deuxième, troisième roman maximum. Et c'est formidable. Le seul défaut de ce prix, c'est qu'on ne peut pas y rester plusieurs années. Voilà. J'ai appris qu'on pouvait négocier quelques années après. Je ne savais pas. Cécile Ladjali, qu'est-ce que vous pensez, vous, des prix littéraires alors en général? Pas de polémique, hein. L'idée, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose à l'écrivain? Est-ce que c'est une manière de défricher le terrain, de faire découvrir un auteur, surtout quand on parle d'un prix comme le prix Vepler, où on ne va pas forcément dans les sentiers battus, hein, comme on disait tout à l'heure. Ça, ce sont des prix particulièrement précieux. Après, les gros prix, les 4-5 gros prix, hein, Féminal, Goncourt, le Médicis, le Renaudot, c'est des grosses machines. Pour les auteurs, c'est des vrais laminoirs en septembre. On ne sait pas trop comment ça marche. Hein. Moi non plus. Je pense que... Non, pour un auteur, c'est génial d'avoir un gros prix comme ça, pour une raison très triviale. C'est qu'on a des sous. Voilà. Ou des ventes. Des ventes, voilà. Mais après, c'est souvent un malentendu. Pourquoi est-ce que ça marche pour lui ou elle, alors qu'il y avait un roman merveilleux qui n'était même pas dans la première liste? Et c'est très, très étrange. Moi, les prix, il faudrait demander à mon ami Véronique. Mais vous avez eu un très beau prix, une reconnaissance extraordinaire avec un prix unique qui était le prix Femina, oui. Avec une mention sur votre travail et que vous faites. Pour la défense de la langue française. Exactement. Oui. D'ailleurs, je crois que ça a été créé juste. Oui, c'est la seule fois. Ça aurait fait beaucoup rire, mais si mes vieux profs du temps que j'étais nulle en orthographe. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Mais voilà, oui, là, j'ai eu de la chance là. Mais sinon, c'est un drôle de système, les prix littéraires. Moi, je suis plus volontiers séduite par les moins connus, qui sont où il y a peut-être moins d'enjeux, je ne sais pas, et qui travaillent mieux avec honnêteté. 60 livres lus, c'est formidable. Oui, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas de grosses machines. Moins d'enjeux, mais quand même, justement, c'est ça qui est intéressant. Des auteurs polis, des femmes qui sont maintenant des auteurs de premier plan, mais qui ont été révélés par la Poste. Et justement, c'est ça qui est intéressant avec le prix Vepler, c'est que, mine de rien, c'était un outsider au départ par rapport au très grand prix, mais justement, ce qu'on voit, c'est que, quelque part, cette fameuse incorruptibilité que j'évoquais, elle finit par payer quand il y a un travail de fond qui est fait. C'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, Mohamed, 60 livres lus, des débats à bâton rompu. Mais j'étais sidéré, c'est-à-dire que chacun dit quelque chose sur le livre. C'est-à-dire que c'est difficile de se cacher. C'est-à-dire que première réunion, vous pouvez dire oui, je ne l'ai pas lu, mais à la deuxième réunion, on se dit attends, qu'est-ce que vous faites là? J'ai jamais vu ça, hein, vraiment. Donc, Alors, il ne nous reste pas énormément de temps, mais j'aimerais quand même qu'on écoute, avant de nous quitter ce soir, un extrait du livre de Mohamed Aïssaoui, Les Funambules.
Nous avons parlé d'écriture, de lecture, de littérature, d'aventure culturelle. Je propose, Marie Liebert, Edriss Abdel Sayed, Cécile Ladjali et bien sûr à vous, Mohamed Aïssaoui, de laisser parler la littérature et de lui donner le dernier mot, après quoi nous vous quitterons. Nous vous remercions infiniment d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé nos échanges passionnés, je crois. Et rendez-vous pour le prochain anniversaire et peut-être avec une salle pleine à craquer. C'est tout ce que je souhaite en tout cas à nous tous. Merci. Donc, je vais lire un extrait des Funambules où il est beaucoup question d'écriture. C'est un des premiers chapitres dans le roman qui s'appelle « Chacun porte sa fêlure ». J'exerce le métier de biographe pour anonyme. Je raconte les vies de ceux qui veulent laisser une trace, même dérisoire. J'écris pour ceux qui ne trouvent pas les mots, ceux qui pensent utile de narrer leur histoire afin qu'un membre de leur famille éclatée puisse la découvrir un jour. Chaque fois, j'ai l'impression de rédiger des messages dans des bouteilles jetées à la mer. Je sais que ceux à qui s'adressent ces livres les ouvrent à peine quand tu ne les oublies pas dans un carton. À force, j'ai compris, on écrit pour soi. Une fois l'an, il m'arrive d'aider une célébrité à publier son ouvrage avec son nom écrit en gros sur la couverture, un homme politique, une personnalité ou un grand spécialiste dans son domaine qui n'ont pas de temps à consacrer à ce loisir. Mais tous me disent que c'est important pour eux de signer un bouquin, ça pose, les Français aiment ça, et puis il faut que je transmette mes idées, mon savoir, mon vécu, c'est selon. Au début, ils ne prennent pas l'exercice au sérieux, ils pensent 2 ou 3 rendez-vous et c'est plié, le reste, ça sera fait avec la doc, les interviews déjà réalisées, l'entourage. Petit à petit, ça les prend aux tripes. J'ai vu un ancien député pleurer, un artiste m'envoyait jusqu'à 10 messages par jour et au milieu de la nuit. Je ne peux pas dire les noms, c'est contractuel. Une fois, un grand médecin a même oublié que je l'avais aidé, mais je le comprends. Il est passé à la télévision pour la promotion de son livre et je l'ai entendu parler des affres de la création qu'il avait même sacrément souffert en écrivant. Je ne peux pas m'empêcher de trouver toute existence extraordinaire, pour peu qu'on veuille bien prendre la peine de s'y pencher. Chaque vie est exceptionnelle et mérite d'être comptée, avec sa part de lumière, ses zones d'ombre et ses fêlures. Il y en a toujours, je sais comment les détecter. D'ailleurs, c'est mon obsession, ça. Quand je rencontre quelqu'un, je me demande quelle est sa fêlure. C'est ce qui le révèle. Et dans ce domaine, il n'existe pas d'injustice, pas d'inégalité. Chacun porte sa fêlure. Les misérables et les milliardaires, les petites gens et les puissants, les employés et les patrons, les enfants et les parents. Scott Fitzgerald, qui s'y connaissait en existence fêlée, écrivait que toute vie est bien entendu un processus de démolition. C'était dans la fêlure, justement. Mais chez nous, c'est le contraire. Toute vie est une entreprise de reconstruction parce qu'on est détruit. Après, on essaie de bâtir une vie comme on peut, une vie qui ressemble à une existence normale. Je me demande si l'écrivain américain ne partageait pas cette idée. Dans la même page, il ajoutait « On devrait, par exemple, pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer. » Le chapitre suivant s'appelle « L'écriture et la vie ». EST. Le grand neuropsychiatre Jean-Patrick Spaak me propose de déjeuner avec lui et son équipe. Il écrit des livres qui touchent un grand public parce qu'il a mis sa discipline à la portée de tous. J'aime beaucoup sa démarche. J'offre son livre comme le plus précieux de cadeaux. Sachs y relatait une vingtaine de cas cliniques sidérants. C'est un livre qui mêle les mystères du cerveau et du langage. On parle de tout cela avec Jean-Patrick Spaak. Malgré sa notoriété, c'est quelqu'un qui écoute les autres, a toujours des idées neuves. Il a 64 ans, une belle allure. Sa voix douce engage la confiance. Je sais qu'enfant, il avait échappé à la mort et qu'il est resté longtemps dans la précarité avec sa mère. Lui aussi, son père était parti sans laisser de nouvelles. Ça nous rapproche.
Ce n'est pas tant le malheur et la misère qui ont failli le tuer, mais le silence. Cette impossibilité de raconter, de devoir mentir, de cacher qui il est. Je me taisais, le silence est assassin et j'étouffais. C'est écrire qui m'a sauvé. Il me dit ces mots forts, comme ça, mine de rien. Quand il était gamin, écrire était un instinct de survie. Aujourd'hui, le grand médecin qu'il est devenu sait que raconter son histoire, si tragique soit-elle, participe à la reconstruction. Il sait qu'une fêlure ne se referme jamais, on met du baume dessus, des couches de protection pour qu'on n'implose pas, on fait avec. Sans que je m'y attende, Jean-Patrick Spaak me lance, je connais le travail que vous faites, je voudrais que vous participiez à mon projet que j'ai intitulé « L'écriture et la vie ». Il me tient à cœur, ce projet. Je pense que les mots peuvent peut-être pas guérir ni réparer, mais contribuer à ce que les personnes vulnérables se sentent véritablement exister. C'est peut-être puéril, mais les mots écrits donnent un sens à nos vies, un ancrage. Je vous remercie.